putain, c'est là! Roule plus vite, tes connards! C'est vous le docteur Joumal? Affirmatif. Je peux savoir pourquoi vous m'avez fait venir dans votre boui-boui là? Eh, t'as vu, j'ai le même gilet de sauvetage que toi! J'en ai à foutre. Eh ben ferme ton claque-merde, toi. Bon, vous voulez quoi? C'est bien vous qui animez une chaîne de merde sur les comics vintage? Oui, enfin, elle est pas de merde non plus. J'ai besoin de votre aide pour ce truc. C'est le spécial Strange 18? Vous l'avez trouvé où? Dans ton cul. Ah bah c'est malin ça. Tu n'es pas très sympathique le chevelu. Mais le train de tes injures roule sur les rails de mon indifférence. Vous confirmez que c'est une BD de super-héros? Bah oui. Et vous pouvez m'en faire une analyse? Au revoir. Non, attendez. On vous paye un buffalo si vous nous parlez de ce bouquin. T'aimes la viande? Je veux un gros tartare avec 2 cheeseburgers baveux. Ah d'accord. Vous savez me prendre par les sentiments, vous, hein? Oui, bah fermez votre gueule et mettez-vous au boulot, espèce d'attardé mental, collectionneur de BD à la con, débile. Tu me causes pas sur ce ton, la choucroute. Je suis pas encore ton esclave. Je sens que notre coopération va être laborieuse. Ça veut dire quoi, laborieuse? Bon alors regardons ce joli spécial Strange numéro 18 datant de décembre 1979. Ah, rien que la forme de ce bouquin nous stimule l'envie de lire avec ses courbes audacieuses et téméraires. C'est plus qu'un livre, c'est un concept. Quoi? Dans son alliage remarquable de thermopropylène, phénopropate, Non, c'est du plastique, rien que du plastique. Ça serait possible de nous parler de son contenu au lieu de faire le con, là? oui bien sûr, on commence bien évidemment par les épisodes les moins bandants de la revue avec un nouvel épisode de l'araignée associée à la Valkyrie. Ils essayent de stopper et de ramener le méchant météore à la raison. Tiré du Marvel Team Up 34 de juin 1974. Non, 75, c'est 75. Ah oui, pardon, 1975, Jerry Conway et Sal Buscema nous narrent cette aventure pas du tout intéressante, qui est la suite directe de ce que nous avions pu lire dans le spécial Strange précédent avec le Faucon de Nuit. À la poursuite du Météorman et de sa montgolfière craignos, Speedy et la Valkyrie l'attaquent et finissent par le maîtriser et le confier à un psychiatre pour qu'il lui explore la face obscure. Alors je rappelle à ces messieurs du MCU que pour les gens de ma génération, la Valkyrie c'est une blondinette avec des couettes et non pas une jolie métisse très en vogue au Cinoche parce qu'elle a joué dans Creed. Ah, c'est faux, je suis Inga et je suis née à Göteborg. Je suis donc suédoise. C'est juste qu'on a beaucoup de soleil et que je bronze facilement. Enchaînons ensuite sur l'épisode où la chose est associée au Goliath Noir. Tiré du Marvel 2-in-1 numéro 24 de février 1977, cet épisode écrit par Bill Mantlo et dessiné par Sal Buscema nous parle d'un laboratoire attaqué par le pirate et sa magnifique combinaison très sémillante. Bill Foster et la chose doivent faire face aux pirates qui utilisent divers appareils capables de les maintenir à distance. Cependant, les deux héros parviennent à le vaincre facilement. L'occasion pour le lecteur de se rappeler comment Bill Foster a utilisé la formule de croissance de Hank Pym pour devenir Black Goliath. Mais cessons bien vite cette description gluante d'insignifiance de ces deux récits, insignifiants comme peut l'être la chanteuse Zaz, pour nous pencher, mais pas trop, sur les étranges X-Men dont la revue française diffuse 2 épisodes. Le premier est tiré de l'Uncanny X-Men 110 datant d'avril 1978. Chris Claremont nous raconte comment les X-Men se font blouser dans leurs propres locaux alors qu'ils profitent d'une partie décontractée de baseball sur la pelouse de l'école. Un supposé réparateur de téléphone, et notez bien que j'insiste sur le 2, l'article indéfini, bref, un réparateur vient dans les locaux de l'école pour y commettre des vilains méfaits, dont le sabotage de la console de commande de la salle des dangers. Ce faisant, il reçoit un ordre télépathique d'une personne non identifiée qui lui rappelle qu'il ne sera autorisé à conserver sa raison que s'il réussit dans sa mission. La partie de baseball terminée, les X-Men vont dans la salle des dangers sur ordre du pédant Cyclope, toujours aussi chafouin dans son comportement, pour une séance d'entraînement. Pendant ce temps, la très mal dessinée Jean Grey explique au professeur X qu'elle n'est pas sûre de vouloir rejoindre officiellement les X-Men. La jolie rousse, quand elle n'est pas dessinée par Denis Zuniga, est en fait terrorisée par son niveau de puissance nouvellement augmenté. D'autant que lorsqu'elle utilise son pouvoir, elle éprouve un grand plaisir et que cela ressemble à une drogue, dont elle ne peut plus se passer. Le pouvoir corrompt sa raison et sa bonne volonté. Soudain, Warhawk leur tombe dessus et les maîtrise avec un pistolet paralysant, ce qui est aussi aberrant que les 35 heures, vous en conviendrez. Et pendant ce temps, dans la salle des dangers, les X-Men découvrent qu'ils sont coincés à l'intérieur, avec des pièges qui se déchaînent sans que la moindre mesure de sécurité ne puisse intervenir. L'équipe est obligée de se battre pour sa vie. Diablo se téléporte avec Serval dans la salle de contrôle pour tenter d'arrêter le processus. Mais le petit Diablotin manque encore d'expérience en téléportation avec des passagers, et les deux finissent dans le coltard. Cyclope, Tornade et Hurleur doivent encore se battre pour leur vie, alors que les programmes d'entraînement augmente progressivement en difficulté au point de devenir impossible à combattre. C'est Serval qui stoppe le mécanisme de la salle des dangers avec sa traditionnelle finesse, c'est-à-dire à grands coups de griffes. Il sauve donc ses amis, mais il est attaqué par Warhawk. Bien que pris au dépourvu par la résistance de la peau du mercenaire, Serval réussit quand même à couper la peau d'acier de son ennemi. Et au final, les X-Men arrivent à rejoindre Serval. Il maîtrise le vilain, se rhabille en tenue de ville, et il le confie de canard à la police.
Surpris, le capitaine de l'année demande comment un groupe d'écoliers a réussi à capturer un super méchant aussi puissant. Et le sympathique et prétentieux Scott répond simplement qu'ils ont eu de la chance. C'est le moment que choisit Jean pour annoncer sa décision de rejoindre officiellement les X-Men. Mais qui a envoyé Warhawk pour les piéger de la sorte? Le professeur dit qu'il n'a pas pu tirer cette information de l'esprit de Warhawk, et Xavier met en garde ses élèves en disant qu'ils peuvent être confrontés à de nouvelles menaces dans un avenir proche. Si le mystère reste entier à cette époque, nous saurons, comme dans le Seigneur des Anneaux, à partir du X-Men 130 que Warhawk a été envoyé sur cette mission par le club des damnés de Sébastien Shaw. Pire que tout, le sabotage de la salle des dangers est plus grave que l'équipe ne peut le penser à ce moment-là, car Warhawk a réussi à planter des bugs dans les consoles de la salle des dangers et aura aussi installé des appareils d'écoute et de visualisation dans l'école, ce qui permettra au club des damnés d'étudier les capacités, les stratégies et les faiblesses des X-Men. Beaucoup de fans disent que le message télépathique que Warhawk reçoit en début d'aventure provient d'Emma Frost, la Reine Blanche. Si toi aussi tu veux rencontrer des télépathes sexy dans ta région, envoie Sauce Blanche au 8-200-200. Venons-en maintenant au bug de cette histoire. Déjà, le recours à un réparateur pour réparer les téléphones de l'école semble grotesque, puisque les X-Men sont loin d'être des cons. Les mecs passent leur temps à réparer des équipements de haute technologie, genre Cerebro ou le Blackbird, sans oublier la salle des dangers elle-même. Si les X-Men savent réparer des appareils ultra sophistiqués, comment ne sont-ils pas en mesure de réparer des téléphones? C'est totalement con. Le deuxième bug important de l'histoire est en rapport avec Phoenix. 2 numéros auparavant, elle sauve l'univers entier, elle met une branlée à Firelord toute seule, mais là, dans ce numéro, elle est rapidement éliminée par un super vilain de bas étage. Alors il est dit que cette décision était délibérée de la part de Claremont et faisait partie de l'histoire à plus grande échelle pour transformer Jean Grey en Dark Phoenix. Moi, il n'empêche que là, ça fait bizarre. Elle peut pas se faire niquer comme ça par un réparateur de téléphone. C'est absurde. L'histoire a également totalement éclipsé Lilandra, qui est absente tout au long du récit. Et elle est pourtant censée être réfugiée dans l'école de Xavier en attendant son retour sur le trône. Le récit ne nous dit pas pourquoi elle est pas présente à ce moment-là. Elle est peut-être allée faire des courses au supermarché du coin. Et ta connerie, elle voudrait pas aller faire des courses elle aussi? Bah c'est bon. Bon, écoutez, je ne voudrais pas être Cassandre, mais ce qui me gêne le plus dans cette histoire, ce sont les dessins de Tony de Zuniga. Ils ont beau être supervisés par Dave Cockrum, il faut quand même bien avouer qu'ils sont laids. Oui, ils sont laids, aussi laids que ma gamine. Sérieux, j'ai une gamine, elle est laide. Mais elle est laide. On dirait la pseudo-chanteuse Louane, là, mais sans le sida. C'est pas la peine d'avoir un père aussi bien poutré quand même. Qu'est-ce que tu es moche, ma pauvre Camille. En plus, elle est conne. Mais pourquoi vous dites ça? Elle écoute du Joule. Ah oui, quand même, c'est vraiment une conne. Bon, j'enchaîne sur le deuxième épisode des X-Men, parce que je pourrais faire toute une vidéo sur la bêtise de ma gamine, et encore une autre sur sa laideur, mais on n'est pas là pour ça. Le deuxième épisode est tiré de l'Uncanny X-Men 111, datant de juin 1978, et c'est enfin le grand retour de John Byrne aux côtés de Monsieur Claremont, que du bonheur. Le fauve s'est rendu à Dallas, au Texas, à la recherche des X-Men. Il a la mauvaise surprise de trouver le hurleur devenu bonimenteur de cirque, exhortant les amateurs de sensations fortes à venir voir un spectacle anormal. Le fauve n'a encore jamais rencontré la nouvelle équipe des X-Men, et il n'est pas certain que les monstres du cirque qu'il regarde sont en fait les vrais X-Men. En tout cas, ils leur ressemblent. C'est comme Canada Dry, ça ressemble à l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais ça n'en est pas. Les X-Men qu'il voit ressemblent aux X-Men, mais ils n'agissent pas comme les héros dont il a entendu parler. Diablo est un monstre à l'apparence démoniaque, qui grince des dents et qui grogne sur le public. Serval est assimilé à un homme sauvage, enchaîné dans des chaînes imposantes. Il y a aussi une déesse africaine qui doit faire face aux appels sexistes lorsqu'elle pose dans un mini-string. Et puis il y a aussi un homme d'acier qui fait de l'haltérophilie. Une séquence flashback nous explique comment le fauve est arrivé dans ce cirque. Son itinéraire pour arriver en ces lieux implique une imbrication de scénarios dans 2 séries distinctes simultanées publiées chez Marvel. D'abord dans le Marvel Team Up 68, les anciens X-Men, Havok et Polaris, sont pris en embuscade par des sbires du pharaon vivant. Havok est enlevé et Polaris est laissé pour morte. Alors qu'Havok fait équipe avec Spider-Man, Polaris appelle les X-Men à l'aide. Personne ne répond car l'équipe a déjà été enlevée. Elle appelle ensuite le fauve chez les Avengers. C'est les mêmes Vengeurs qui, au même moment, dans leur propre série, ont littéralement disparu à cause de leur vieil ennemi, le Collectionneur. Préoccupé par le fait qu'une situation similaire se produit pour les X-Men, le fauve visite donc l'école de Xavier. Cette dernière étant déserte, il utilise Cerebro pour retrouver les X-Men. Et le voilà au cirque. Bref, le fauve reconnaît Marvel Girl, qui se fait passer pour Miss Destiny. Il arrive à l'accoster, mais il est déconcerté en voyant que la personnalité de Jean a été radicalement changée en vampe vulgaire de type péripatétipute. Il découvre aussi un certain Slim qui n'est autre que Scott, alias Cyclope. Dans une altercation, Scott fait tomber le chapeau du fauve. Jean est horrifié par son apparence et ne reconnaît pas son ancien coéquipier. Une grosse baston s'ensuit, mais le fauve se fait frapper par Colossus qui est hypnotisé. Il est traîné dans la roulotte du boss qui n'est autre qu'un vieil ennemi des X-Men, puisque c'est Mespero. Ce dernier se réjouit de la façon dont il a utilisé sa capacité d'hypnose pour capturer les nouveaux X-Men. Et alors sans plus tarder, Mespero utilise ses pouvoirs sur le fauve, qui fait de son mieux pour lui résister. Ayant vu le fauve se faire capturer, Wolverine commence à réagir à sa situation et rassemble la force qu'il faut pour se libérer de ses chaînes et se débarrasser des effets de l'hypnose qu'il a subi. Il se libère finalement et fait irruption dans la caravane de Jean. Il gifle Miss Destiny
à plusieurs reprises dans le but de la sortir de son envoûtement. Jean réagit violemment, le frappant avec la force du phénix. Cela fonctionne bien et elle se souvient de qui elle est. Dans sa roulotte, Mesmero est perplexe face à l'endurance mentale du fauve. Sa séance est interrompue car dehors, les X-Men se libèrent et mettent à mal les hommes de Mesmero, en costume bien sûr. Et c'est le point bizarre et incongru du récit car les X-Men récupèrent bien facilement leurs costumes. Pourquoi Pourquoi Mesmero il aurait permis à ses pions hypnotisés d'emmener avec eux leurs costumes de super-héros? D'autant plus qu'il avait l'intention d'effacer leur vraie personnalité. Bah certainement parce que les X-Men se battent à poil ou en tenue civile et que forcément ça fait moins bien dans les cases de la bande dessinée. Bref, le fauve échappe à l'hypnose et s'apprête à défoncer Mesmero, mais il est abattu par une attaque mentale venant de derrière lui. Alors que l'ancien X-Man s'effondre au sol, Mesmero réagit avec horreur quand il voit le responsable de cette attaque. En peu de temps, toute l'équipe défonce les hommes de Mesmero et se réunit sur la roulotte du susdit Mesmero. C'est pas facile d'employer ce mot susdit, hein. D'autant que dans Susdit, bah y'a... Oh ta gueule, toi, c'est bon là, hein. En y entrant, il trouve le fauve affalé sur le sol avec Mesmero debout au-dessus de lui. Cyclope s'apprête à affronter Mesmero, mais ce dernier tombe à son tour inconscient sur le sol. Les X-Men prennent conscience qu'une autre personne est dans la pièce. Quelqu'un assis dans le fauteuil pivotant derrière le bureau de Mesmero. Alors que la chaise tourne, les X-Men restent bouche bée d'horreur face à Magneto. J'adore cette fin, ça c'est du cliffhanger de la mort qui tue. Bravo Claremont, tu sens que là il va y avoir du lourd. Quel coup de théâtre. Et ce récit est le début du scénario palpitant en 3 parties qui va se poursuivre dans les X-Men 112 et 113. Venons à présent au point important du récit, si vous le voulez bien et même si vous ne voulez pas. Des points qui méritent qu'on revienne dessus, comme j'aime bien revenir souvent sur Mascarade. D'abord, on nous donne aucune explication pour savoir où se trouvait le professeur X, Lilandra et Moira au moment de l'attaque de Mesmero. Ils résident pourtant tous dans l'école. On ne lui dit pas comment ils ont réussi à échapper à l'attaque de Mesmero. On sait juste que Charles a emmené Lilandra en Grèce. Et tu connais Mykonos? Ah mais t'arrêtes de m'interrompre, toi, t'es chiant. Hein. De même, il semblerait que Moira était sur l'île de Muir au moment de l'attaque de Mesmero, ce qui expliquerait comment ils ont pu lui échapper. Autre chose intéressante, Cyclope, hypnotisé, adopte le nom de Slim. C'est une référence aux origines des X-Men. Dans X-Men numéro 1, il est présenté comme Slim Summers, et ce n'est qu'à partir du numéro 2 qu'il sera appelé Scott. L'autre truc super intéressant est le cas de Jean. En se croyant Miss Destiny, et là j'arrête de mettre le jingle, Jean dit à Slim qu'elle sera en retard pour son rendez-vous avec le patron. Ça veut dire quoi, ça? Eh ben oui, bande de coquinous, cela suggère que non seulement Mesmero a lavé le cerveau de Jean, lui a donné une autre personnalité, mais surtout qu'il l'a forcé mentalement à s'impliquer affectueusement, je dirais, avec lui. Bon, je vous la fais version puritaine, mais je pense que vous avez compris que Jean est probablement devenue une spécialiste dans l'art de faire des pompiers au Big Boss. C'est-à-dire? Bah, Mesmero s'est probablement tapé Jean. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce spécial Strange numéro 18, une revue, ma foi, en demi-teinte, quand on songe à la laideur des dessins de Tony de Zuniga, mais à l'inverse, ultra abondante quand on songe à l'épisode de Claremont et de Byrne. Ces dessins sont à l'excitation d'un fan de comics, ce que les carottes entières sont dans un couvent de bonnes sœurs. La comparaison est fantaisiste, mais somme toute judicieuse. Et à défaut de Madeleine de Proust, j'oserais illustrer mon propos avec cette carotte. Quoi? Ces dessins sont beaux comme cette carotte momifiée que je garde depuis mon enfance. Quoi, mais quel rapport entre votre enfance et cette carotte? Ah, ma petite dame, cette carotte est comme mon enfance. Sèche et poilue. Non, Abdel Raouf d'Afrique. Tu me prêtes ta carotte? C'est pour des expériences? Non. C'est gênant. Au sentir tes feux